Merci de choisir Social Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici le grand titre. Touché par le drame qui s'est produit aux entrepôts des bus Transco, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est rendu sur le site pour s'enquérir de la gravité de l'incendie. La délégation parlementaire conduite par Jean-Michel Samaloukonde a fait entendre le cri d'alarme sur les questions sécuritaires en République démocratique du Congo à Genève lors de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire. Bienvenue à tous. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce mercredi 16 octobre 2024 la ministre de l'Éducation nationale Raissa Malou au centre de leurs échanges, la situation qui gangrène ce secteur. On l'écoute au sortir de l'audience. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement et vraiment exprimer ma profonde gratitude à l'honorable président de l'Assemblée nationale d'avoir pris le temps de me recevoir aujourd'hui pour en fait militer sur la question des enseignants. Vous savez que c'est une préoccupation importante pour le gouvernement. Nous tenons absolument à améliorer les conditions sociales de nos enseignants. Le chef de l'État nous a instruit de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour améliorer leurs conditions et leur statut. Et donc c'était pour moi essentiel de venir parler à l'honorable président de l'Assemblée de cette problématique des enseignants. Comme le budget va être débattu au niveau de l'Assemblée, c'était pour plaider pour que le budget pour le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, dans sa partie de rémunération, puisse justement avoir quelques efforts, qu'il y ait peu de coupes, que l'on nous donne plus de ressources, de manière à ce que nous améliorons les conditions des enseignants. Mais également, j'ai eu l'occasion de lui présenter le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, qui se base sur le plan d'action du gouvernement. Au niveau de ce plan quinquennal, au-delà de l'aspect vraiment du renforcement pour ce qui est des conditions des enseignants, mais aussi l'aspect de formation, il y a un aspect de renforcement de l'administration. Et l'honorable président de l'Assemblée nationale a vraiment été très à l'écoute et a bien compris la vision, la mission que nous proposons de déployer pour les 5 prochaines années. Donc de renforcer notre administration et de digitaliser notre administration. Et là, ce n'est pas juste un effet cosmétique. Nous avons besoin d'avoir une administration forte et nous avons besoin d'investir dans la digitalisation de manière à améliorer la gouvernance de notre système. Il faut savoir que le but du gouvernement, c'est vraiment d'arriver à donner accès à toutes et tous, donc à nos filles et nos garçons, à une éducation de qualité et d'agir également sur les aspects d'inclusion et de sécurité au sein de notre système éducatif. Et vraiment, je me réjouis et je réitère ici ma gratitude envers l'honorable président de l'Assemblée nationale qui m'a vraiment bien comprise et qui est prêt à nous accompagner dans les débats qu'il va y avoir pour que suffisamment de ressources soient mises à disposition de mon secteur. Diplomatie parlementaire, c'est un pari gagné et satisfait, je vous le disais, au sommaire pour la délégation congolaise conduite par le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, qui a courageusement fait entendre le cri d'alarme sur les questions sécuritaires et humanitaires dans l'Est de la République démocratique du Congo aux parlementaires du monde au cours de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire. Lydia Kandolo signe ses reportages. Après avoir réussi à faire inscrire la résolution de la République démocratique du Congo relative aux questions sécuritaires et humanitaires dans la partie est de la République démocratique du Congo aux points urgents de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire, le président du Sénat, Samaloukonde, et toute la délégation de la République démocratique du Congo à cette session se sont dit satisfaits des avancées significatives que la République démocratique du Congo a enregistrées en faisant entendre sa voix sur les questions sécuritaires et humanitaire dans la partie est du pays. En effet, sur les 4 résolutions retenues aux points urgents, celle de la République démocratique du Congo a été aussi en bonne position et soumise au vote à la plénière de l'Union interparlementaire. La République démocratique du Congo a obtenu plus de voix à cette session avec plus de 121 voix contre 80 à la session de l'année passée. Selon les règlements de l'UIP, une seule résolution doit passer conformément aux dispositions de l'article 11 alinéa
l'alinéa 2 du règlement intérieur de l'Union interparlementaire. Pour cette session, il y a eu les résolutions de la Palestine, de la France, de la République démocratique du Congo et celle de l'Argentine. Après vote de membres présents, la seule résolution de la France est passée car étant la plus intégrante des différentes questions qui concernent tous les pays en situation sécuritaire, précaire et les conflits armés. Résumons la situation générale de la participation de la République démocratique du Congo à ces assises. À l'instar de toute la délégation congolaise, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, s'est dit fier d'avoir fait entendre la voix du pays sur les questions sécuritaires et humanitaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je voudrais d'abord annoncer qu'à cette 149e session et assemblée parlementaire de l'UIP, la République démocratique du Congo a tenu à être présente, car dans son rôle de diplomatie, à côté de celle du premier diplomate du pays, qui est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, porter la voix de la République démocratique du Congo sur la thématique qui avait été annoncée, notamment les sciences, les technologies et l'innovation. Nous avons mentionné que la République démocratique du Congo a fait des avancées dans ces trois secteurs, non seulement du point de vue législatif, mais aussi dans l'action gouvernementale. Et nous avons mentionné que nous sommes partie prenante et des acteurs surtout sur ces questions de l'intelligence artificielle, parce que nous participons du point de vue de nos minéraux à tout ce qu'il y a comme avancée technologique. Et nous sommes parmi les plus grands producteurs justement de ces principaux minéraux. Et nous avons tenu à mentionner que notre contribution serait encore plus appréciée si la question de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo est rencontrée. L'incendie des bus Transco le mardi 15 octobre 2024 dans son entrepôt n'a pas laissé indifférent le gouvernement congolais par le biais du vice-premier ministre, ministre du Transport et voies de communication. Jean-Pierre Bemba Gombo s'est rendu sur les sites afin de se rendre compte de l'ampleur du dégât. Élisée Ouamara assigne ce reportage. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo a effectué une descente ce mercredi 16 octobre 2024 au dépôt de la société de bus Transco sous la pluie afin de se rendre compte des dégâts enregistrés le mardi 15 octobre 2024 après l'incident qui a consumé plusieurs bus de cette société. Le constat est décevant comme on peut le voir. 66 bus ont été calcinés selon le directeur général de Transco, Cyprien Mbere-Moba. Bon, nous sommes agréablement surpris par les devoirs patriotiques du VPM Jean-Pierre Bemba Gombo qui, sous la pluie, a trouvé un temps pour venir nous réconforter à cause de l'incident et hier ici à Transco. Les enquêtes sont en cours pour déterminer avec exactitude la cause de cet accident, mais les premières informations, les premiers éléments à notre possession disent qu'il s'agit d'un défaut de prévoyance, pour ne pas dire une négligence d'un chalumiste, c'est-à-dire les personnes qui viennent pour couper le bus destiné à la casse et à l'évacuation. S'il y a d'autres éléments, dans le sens d'éclairer davantage le gouvernement, nous ne manquerons pas de porter cela à votre connaissance. D'abord, avant de parler de bus, parlons d'abord de vies humaines. Il n'y a eu pas de perte en vies humaines, Inch'Allah, gloire à Dieu, mais il y a eu 66 bus calcinés. Heureusement pour nous, ce ne sont pas des bus réservés à l'exploitation. C'est déjà des bus réservés pour la casse et l'évacuation. À 95% et une infime partie, c'est des bus à grosse panne. Bus à grosse panne veut dire bus qui ont des problèmes de moteur et autres. Cet incident ne dérange à rien l'exploitation des Transco qui reste au service de la nation.
Le gouvernement, les banques syndicales et le conseil d'administration de l'ONATRA étaient autour d'une même table afin de statuer sur le fonctionnement de cette société. C'était donc sous la présidence du vice-premier ministre, ministre du Transport, Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, Élisée Ouamara et Yves Lechouangué signent une fois de plus ce reportage. Aux côtés du ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, et de la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé le mardi 15 octobre à Kinshasa une réunion tripartite, gouvernement, banque syndicale et conseil d'administration concernant l'Office national des transports. Le gouvernement a été informé de la situation globale de l'ONATRA à travers le conseil d'administration et le banc syndical représenté par une dizaine de délégués. En fait, le gouvernement de la République voulait avoir la situation globale, non seulement de la gestion de l'ONATRA. Comme vous savez, l'ONATRA, c'est une entreprise qui est sur plus ou moins 17 provinces. Nous sommes appelés l'épine dorsale de l'économie. Et l'économie du Congo doit s'asseoir sur les entreprises comme les nôtres. Alors il y a plusieurs problèmes qui se posent, notamment sur le plan structurel d'abord. Comme vous savez, nos infrastructures, nos matériels d'exploitation sont quasi amortis et il faut les renouveler. Il faut renouveler les infrastructures, il faut renouveler l'outil de production et aussi, il faut s'occuper des hommes. C'est ainsi que nous sommes venus auprès du gouvernement pour poser tous ces problèmes et ensemble, on trouve des voies et moyens pour sortir de la petite difficulté, s'il faut l'appeler ainsi. Chers amis de la presse, c'était une grande réunion tripartite autour de membres du gouvernement. La réunion présidée par le vice-premier ministre, le ministre des Transports, à présence du ministre d'État, ministre du Budget, à présence de la vice-ministre des Finances. Le premier point, c'était le paiement des deux payes. Parce que vous savez que sur les 4 payes que le chef de l'État accorde aux travailleurs de l'ONATRA, les agents touchés que 2 mois. Et les 2 mois qui restent, la réponse du gouvernement, toutes les dispositions sont prises. Et d'ici les jours, les 2 paies seront payées. Et nous sommes très satisfaits par rapport à ça parce que, séance tenante, le gouvernement a encore demandé les éléments pour libérer les 2 paies et ça a été vraiment donné. En finances publiques, le ministre Doudou Fwamba Likoundé a débuté ce mercredi 16 octobre 2024 la sensibilisation des opérateurs économiques et chefs d'entreprise sur la réforme de la facture normalisée. Il s'agit d'une initiative qui vise à faciliter la transition de la digitalisation des entreprises en République démocratique du Congo. Alain Kachala. Doudou Fwamba Likoundé s'est lancé mercredi 16 octobre 2024 dans la sensibilisation des opérateurs économiques et chefs d'entreprise sur la réforme de la facture normalisée. Le ministre des Finances tient à l'implication de tous pour que cette transition de digitalisation des entreprises se déroule dans les meilleures conditions. Cette réforme, a-t-il rappelé, est devenue une nécessité pour le pays car instrument fondamental pour donner à l'État les moyens de financer ses politiques publiques dans divers domaines essentielle. Elle marque également un tournant essentiel dans la modernisation de l'administration fiscale et dans la transparence des opérations économiques. Ainsi, son ministère se tient à l'avant-garde de ce projet de réforme avec pour mission de veiller à ce que la mise en œuvre soit avant toute chose progressive et efficace avec la participation du secteur privé. J'ai souligné l'importance de renforcer les partenariats avec le secteur privé, tout en m'engageant durant mon mandat à promouvoir les dialogues, contribuant ainsi à améliorer les climats propres aux affaires, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ma présence est d'autant plus importante à vos côtés ce matin, parce qu'en tant que chef d'entreprise, vous jouez un grand rôle dans l'œuvre d'édification de notre pays. J'en appelle donc à votre sens de patriotisme, envie de donner à l'État les moyens de sa politique et de contribuer ainsi à la matérialisation
de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces cadres d'échange et de partage que nous instaurons aujourd'hui, avant la généralisation de la réforme dans les prochains mois, est une étape incontournable pour garantir les succès de la transition. Agression rwandaise en République démocratique du Congo, la Cour pénale internationale CPI, à travers son procureur Karim Khan, a annoncé lundi 14 octobre 2024 la réactivation des enquêtes en République démocratique du Congo sur les crimes contre l'humanité au Nord Kivu. Une fois de plus, retrouvez Alec Kachala. Le lobbying mené par le gouvernement congolais à travers le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité en RDC a porté des fruits. Le procureur de la Cour pénale internationale, à travers un communiqué, s'est saisi du dossier de l'agression rwandaise au Congo et veut relancer des enquêtes sérieuses sur les crimes contre l'humanité commises dans la partie orientale du pays pour que les auteurs des actes odieux soient déférés devant la justice internationale. Karim Khan rappelle que les autorités congolaises ont à 2 reprises saisi son bureau des renvois aux fins d'initier des enquêtes sur leur territoire. Le premier renvoi, soumis le 3 mars 2004, portait sur des crimes présumés relevant du statut des Roms commis sur l'ensemble du territoire de la RDC depuis le 1er juillet 2002. En juin 2004, le bureau du procureur a ouvert une enquête sur la situation en RDC. Le gouvernement congolais avait soumis un second renvoi le 23 mai 2023 concernant des crimes présumés commis dans la province du Nord Kivu par des membres des différents groupes et forces armées depuis le 1er janvier 2022. Au cours des derniers mois, le bureau de la CPI a évalué à titre préliminaire si les crimes présumés relevant du statut des Roms commis dans la partie orientale du pays depuis janvier 2022 sont suffisamment liés à la portée de la situation faisant l'objet d'une enquête déjà ouverte en RDC. À en croire le procureur de la CPI, cette évaluation est arrivée à son terme. Les derniers épisodes des violences dans la province du Nord Kivu sont liés à des schémas récurrents des violences et d'hostilité qui sévissent dans la région depuis au moins le 1er juillet 2002, date à laquelle la Cour a commencé à exercer sa compétence en RDC. Par conséquent, tous les crimes présumés relevant du statut des Roms commis dans la province du Nord Kivu depuis le 1er janvier 2022 relèveraient de l'enquête en cours ouverte en juin 2004. Karim Khan martèle que des enquêtes dans la province du Nord Kivu ne se limiteront pas à des parties au conflit en particulier ou à des membres de groupes spécifiques. Au contraire, la Cour pénale internationale examinera de manière globale, indépendante et impartiale la responsabilité de tous les auteurs présumés ayant commis des crimes relevant du statut des Roms. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale promet d'accorder une attention particulière aux principes de complémentarité et recherchera la collaboration et la coopération des autorités nationales et celle de tous les acteurs pertinents en vue d'assurer une justice efficace pour les victimes des crimes en question. Quittons Kinshasa pour le Congo central aux mises au courant du mouvement de grève que devrait observer le médecin de la République démocratique du Congo en général et ceux du Congo central en particulier. Le gouverneur Grace Bilolo Nkwanga Maswangi a reçu une délégation de médecins regroupés au sein du syndicat national de médecins Sinamed, antenne du Congo central, autour de leurs échanges, leurs réclamations de salaire et de primes. Le médecin membre du syndicat national de médecins Congo central ont été reçus par le gouverneur Grace Bilolo Maswangi. Au menu de leurs échanges, les mobiles du mouvement de grève que comptait décanter le médecin du Congo central, à savoir l'amélioration de leurs conditions de travail, un éventuel prime provinciale et la majoration de leurs primes de risque ainsi que la prise en charge de médecins malades. Longuement discuté avec son excellence de la prise en charge des médecins malades à travers toute la province, parce qu'il y a parmi nous des confrères qui sont malades. Mais aussi, nous avons parlé avec son excellence d'une éventuelle prime provinciale. Mais cette prime-là doit être liée au budget qui va être voté bientôt par l'Assemblée provinciale.
c'est une fierté pour nous, cette fois-là, d'être reçus de façon spontanée par l'autorité de la province. Plusieurs gouverneurs sont passés, mais recevoir les médecins était parfois difficile. Mais avec lui, nous avons remarqué que c'est de façon spontanée qu'il nous a reçus. Et d'ailleurs, c'est lui qui est venu vers nous. Donc, cette façon d'anticiper les choses nous a fait énormément plaisir. Très satisfait de ces échanges, le secrétaire exécutif provincial du SINAMED Congo Central a exprimé sa gratitude et promet qu'un service minimum sera organisé pendant ces temps de grève. On parle sport à présent. Vous le savez, les Léopards de la République démocratique du Congo sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Une joie immense pour les sélectionneurs français Sébastien Desabre et quelques joueurs. Suivons-les dans ses propos recueillis. Je suis assez fier des garçons. On avait mis un plan de jeu qui s'est bien déroulé au final sur les deux matchs, parce qu'on savait qu'on allait avoir deux matchs contre la Tanzanie pas simple. Vous l'avez vu, hein, c'est une belle équipe et moi, je pense qu'on mérite d'être qualifié dès ce soir au vu des prestations qu'on a pu faire sur les 4 premières journées. Là, on marque 7 buts, on ne prend pas de but sur les 4 matchs. C'est un chemin qui est parfait. Après, on va analyser tout ça. On sait très bien qu'on a encore une marge de progression, mais en tout cas, en termes de maturité dégagée sur ce genre de match à l'extérieur, l'Éthiopie ou là la Tanzanie, voilà, c'est un bon pas de fait dans le projet global de l'équipe de pouvoir gérer ce type de rencontre. Esengo trop kozala congolais elengi makasi to CAN 2025 Maroc tozoya et ça fait du bien franchement. Après la dernière campagne de qualification pour la dernière CAN, on a souffert. Là, on est un peu plus à l'aise et l'équipe elle commence vraiment à devenir très sérieuse. Et ça récompense tout le travail qu'on fait depuis que le sélectionneur est là. Du coup, franchement, je me sens bien, je me sens chez moi, c'est mon pays. C'est une grande fierté aujourd'hui. Je suis rentré, j'ai mis ma pierre à l'édifice et aujourd'hui, on rentre avec les 3 points. Synonyme de qualification, je suis très content. Très satisfait, ouais, c'est ce qu'on était venu chercher ici. Donc c'est bon, on a fait nos matchs, on n'a pas pris de but, mais maintenant on est qualifié. Le secret, c'est qu'on est un groupe avec beaucoup de potentiel, même sur le banc, tout le monde peut jouer et on se bat tous ensemble pour le pays. Voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez branchés au programme de Social Télévision.